le Divan de la Lucarne Ariane, l'émission faite par des personnes concernées par la prison, à destination du grand public, sur des thématiques qui nous tiennent à cœur et avec des invités de qualité. Ici, on ouvre un espace pour écouter ce qui reste trop souvent dans l'ombre. Durant cet entretien au studio Orphée avec Dominique Simoneau et Marie Goïcoechea du CGLPL, les questions ont été posées par les personnes détenues. Pour des raisons légales, leurs voix ont été supprimées et réenregistrées. Aujourd'hui, sur le divan, Dominique Simoneau et Marie Goïcoechea du Contrôle général des lieux de privation de liberté. Dominique, Marie, bonjour. Avant de commencer, peut-être un mot pour situer votre rôle. Le Contrôle général des lieux de privation de liberté, souvent méconnu, est une autorité administrative indépendante créée en 2007. Sa mission est essentielle, veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Concrètement, cela concerne des lieux très divers. Les prisons, bien sûr, mais aussi les commissariats, les centres de rétention administrative, les établissements psychiatriques ou encore les centres éducatifs fermés. Partout où l'État prive quelqu'un de sa liberté, le contrôle général peut intervenir. Ces équipes effectuent des visites, le plus souvent inopinées, pour observer les conditions de détention, écouter les personnes concernées et formuler des recommandations. L'objectif n'est pas de sanctionner, mais d'alerter, de documenter et d'améliorer les pratiques. Et c'est peut-être là toute la difficulté. Rendre visibles des réalités souvent invisibles, parfois dérangeantes, mais pourtant centrales dans une démocratie. Dans un état de droit, la manière dont on traite les personnes privées de liberté en dit long sur nos valeurs collectives. C'est précisément ce regard que porte le contrôle général. Dominique, vous êtes à la tête de cette institution depuis 2020. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroulent concrètement ces visites et ce qu'elles révèlent aujourd'hui ? Merci de cette question. Je vous dirais que ces visites, oui, elles sont, comme vous l'avez très bien dit, le plus souvent inopinées. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas inopinées, c'est l'exception. Elles ne sont jamais annoncées. Pour la bonne raison que, moi, ce qui m'avait donné à réfléchir, c'est le scandale des EHPAD, où l'autorité de contrôle prévenait un mois avant qu'elle venait, et quand ils arrivaient, c'était tout nickel, alors qu'on a su après que c'était épouvantable. Moi, j'avais déjà une idée de ce qu'était la prison, puisqu'avant j'étais journaliste et que je m'occupais des choses judiciaires et beaucoup sur la prison. Mais je savais aussi que savoir les choses, les écrire, c'est bien déjà, mais je sais très bien que voir, c'est une autre chose. Donc j'ai vu que les droits fondamentaux des détenus ne sont, en tout cas en maison d'arrêt et souvent dans les centres de détention ou les centres longue peine, pas respectés. Ici à Fresnes, vous tombez bien, ou on tombe bien parce qu'on sort d'une visite de 15 jours où j'étais. Je sais pas si on s'est croisés dans les coursives pendant qu'on visitait. Et ça va aboutir à un rapport dont je dirais même la direction s'attend à ce qu'il soit assez sévère. Et je voudrais revenir sur le deuxième aspect de votre question, à savoir finalement à quoi ça sert, nos rapports, en quoi ça fait bouger les choses. Alors je vous dirais que sur notre passage, des choses qui paraissent peut-être un peu dérisoires changent. Mais pour vous, elles vous paraîtront pas dérisoires. Elles paraissent dérisoires peut-être pour le public à l'extérieur. Mais par exemple, que la nourriture arrive chaude à la fin de la coursive, qu'il y ait assez à manger, qu'on fasse réparer des douches, qu'on fasse ci, qu'on demande énormément de choses dans nos recommandations. Et j'avoue qu'on pourrait être déçu. C'est-à-dire, moi, je suis déçue de la lenteur avec laquelle ces choses sont mises en route. Parce que bien souvent, quand on s'aperçoit que c'est pas suffisant, nos recommandations, on confie nos rapports ou des associations s'emparent de nos rapports, des avocats s'en emparent, les portent devant les tribunaux administratifs pour faire condamner l'État pour les conditions indignes de détention. Et j'en suis venue malheureusement à comprendre que c'était une des seules façons de faire bouger les choses, faire condamner l'État. Mais quand même, sur notre passage, il y a des recommandations qui sont adoptées par les directions, par les équipes en place dans les prisons qu'on visite, puisque là on parle de prison, mais ailleurs aussi. Voilà, c'est ça qui m'enrage un peu, je vous dirais, c'est de me rendre compte que finalement, pas grand monde ne s'intéresse à ça.
Et je vais encore parler de prison, vous l'avez très bien dit, la façon dont on traite les gens à l'intérieur, forcément elle va rejaillir sur la façon dont ils vont se conduire à l'extérieur. Je pense que quand on a passé des mois dans des cellules surpeuplées, à 3, à 4, bouffés par les punaises de lit, avec les cafards, avec les rats que j'ai vus ici dans les coursives. C'est la première fois que je vois des rats dans des coursives et que je les vois dans des cellules. Franchement, ça m'a secoué quand même. Je pense pas qu'on sorte de là en se disant vive la liberté, vive la République, vive la fraternité. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On ressort pas d'un séjour ici en se disant c'est formidable la République. C'est tout simplement scandaleux qu'on laisse des gens vivre dans ces conditions en se disant moi je suis tout à fait d'accord que des gens qui ont commis des infractions, on les punit, c'est normal, c'est de la loi. Dans quelles conditions ? Et en plus, pourquoi se dire que c'est toujours la prison qui va réparer ? Et je critique énormément le personnel politique, que je trouve très lâche à ce sujet. Parce qu'au lieu de tenir un discours sur la réalité des choses, en disant non, ça n'est plus possible, on peut pas laisser nos concitoyens détenus dans cette condition. On va prendre des mesures pour faire vider les prisons, comme on l'a fait au temps du Covid. Bien, au lieu de ça, ils tiennent des discours populistes, démagogiques, et c'est eux qui forgent l'opinion publique. Et après, ils viennent nous dire, on ne peut pas, parce que l'opinion publique est contre, on ne peut pas vider les prisons, l'opinion publique est contre. Mais c'est eux qui ont forgé cette opinion, avec leurs discours toujours plus démago, plus pourquoi celui-là n'est pas allé en prison, pourquoi on l'a relâché, pourquoi il est sous contrôle judiciaire. Chaque fois que quelqu'un sort, c'est pas compliqué, ça fait un petit drame, alors que des drames, nous on en voit, et vous en voyez plus que nous sûrement, tous les jours en prison. Il y a tous les jours un drame en prison, tous les jours un suicide, tous les jours une mort, tous les jours une bagarre, tous les jours des blessures, tous les jours des malades, tous les jours qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas extraits pour être soignés, etc. Enfin, on pourrait y revenir. Pardon, j'ai parlé trop longtemps, je peux parler des heures de ça. Pouvez-vous nous parler des conditions d'hygiène et notamment alimentaires en détention ? Tout dépend, et puis il faudra que Marie réponde aussi à ça parce qu'elle s'y connaît beaucoup. Je dirais, si on prend l'exemple d'ici à Fresnes, il n'y a pas de frigo déjà. Donc c'est quand même assez dément. On est en 2026, il n'y a pas de frigo dans les cellules. Ce qui fait que les détenus mettez les denrées alimentaires à la fenêtre quand il fait assez froid. Ça attire forcément des bestioles. C'est déjà pas normal. Les douches, vous connaissez leur état mieux que moi, à mon avis, mais je les ai vues. Non, c'est pas normal de laisser des gens végéter. Je ne dis pas végéter, mais en fait, il y a des risques sanitaires à chaque pas. Je ne parle pas de l'électricité, là, mais parlons-en. N'importe quel électricien, on traverse des prisons dans lesquelles n'importe quel électricien s'évanouit en voyant ça. C'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de court-circuits, d'incendies, et des incendies, il y en a pourtant. Plus l'État sera condamné pour les choses que nous dénonçons, et que d'ailleurs les détenus dénoncent avec nous, que les avocats dénoncent avec nous, que énormément de personnel de surveillance et de directeurs. L'autre jour, on était dans une grosse prison, et le directeur nous a dit « Merci d'être là ». Nous, on a notre devoir de réserve, mais je vous en prie, soyez nos porte-parole, dites que ça peut pas durer, qu'on peut pas continuer à entasser des détenus comme ça, que tout le monde va devenir fou. Je vous rappelle qu'il manque 5000 surveillants en France alors qu'il y a 30 000 détenus de trop, qu'il manque 1200 CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Comment, dans ces conditions, voulez-vous que la réinsertion, qui est le pendant dans la loi de la punition qu'est la prison. La prison, normalement, marche sur deux jambes. Sanction d'un côté, réinsertion de l'autre. Comment voulez-vous que ça se passe dans ces conditions ? Et j'ajouterais un truc qui m'est venu à l'idée il n'y a pas longtemps, mais je me suis dit à la fin, ça n'est pas normal qu'on soit si bien reçu dans les prisons où on va. C'est pas normal. C'est pas normal que les surveillants soient contents de nous voir. C'est pas normal que les directeurs soient contents de nous voir.
Parce que ils devraient nous considérer comme des emmerdeurs. On arrive, on va les embêter, on va chambouler leur emploi du temps, on va vouloir aller voir ça, on va regarder partout où ça ne va pas. Eh ben non, ils sont contents parce que ils savent qu'on va dire la vérité. Qu'est-ce qui vous a, au travers de votre parcours, conduit à être sensibilisé au sujet carcéral ? Je crois que dans ma famille, il y avait des avocats, donc déjà j'entendais beaucoup parler de la prison. J'ai un oncle qui a défendu un condamné à mort, qui a été condamné à mort, qui a été exécuté, qui l'a accompagné jusqu'à la guillotine. Je pense que ça l'a marqué à vie. Et moi, quand il nous racontait ça, on était, je sais pas comment dire, tétanisés. Ensuite, j'ai fait des études de droit et j'allais aux comparutions immédiates. Je sais pas si certains d'entre vous doivent connaître l'abattoir. Voilà. J'y allais parce que nos profs nous disaient d'y aller. Et là, j'ai été totalement stupéfaite. Parce que ce qu'on apprenait dans nos manuels de droit n'avait absolument rien à voir avec ce que je voyais là. C'est-à-dire, à mon époque, parce que j'ai quand même bourlingué, je peux dire, j'ai l'âge que j'ai. À mon époque, il y avait des présidents, mais carrément... je dirais aujourd'hui, on en ferait des séries comiques, je pense. Mais comiques, tragicomiques. Aujourd'hui, ça continue dans le même sens, c'est-à-dire, il n'y a plus le même mépris, c'est très technique, c'est très froid. Mais moi, je trouve ça presque pire. J'aimais mieux le président qui criait « Eh ben alors, bonbon, hein ? Quand on rentre dans une voiture, on décroche les fils de la radio en rêvant parce qu'on dort dans la voiture. Figurez-vous que le tribunal, quand il dort, ne décroche aucun fil de radio. » Voilà, c'était... Parce qu'à l'époque, il y avait des radios dans les voitures. Ça, vous connaissez pas. Mais il y avait des radios. J'entendais des trucs comme ça. On était là, éberlués avec mes camarades de fac. Mais aujourd'hui, c'est... Ah, monsieur, vous faites une crise dans le box. C'est pas grave, monsieur, vous allez redescendre. Puis vous reviendrez quand vous serez calmé. Monsieur n'est pas revenu, il prend le temps. C'est froid, mais c'est une justice très expéditive que je déteste, que très souvent j'ai eu tellement honte de la justice que j'en avais presque des larmes de rage aux yeux. Et parfois, je tombais sur des super présidents ou présidentes qui me disaient finalement, il y a des gens qui sont bien, qui comprennent, qui écoutent. Mais disons que c'est très rare. De toute façon, c'est une justice d'abattage. Quand on juge jusqu'à 2h, 3h du matin, comme c'est maintenant le cas, moi je comprends pas que les magistrats se rebellent pas contre ça, mais enfin, voilà. Alors donc, pour terminer, forcément que la suite, ce qui vient après la comparution immédiate, ça passionne, parce que c'est la prison, mais j'avais pas eu l'occasion de visiter, évidemment, comme je le fais aujourd'hui. Ce qui vous a mené voilà. Non, ça, j'ai toujours pas compris pourquoi moi, on m'avait choisi, mais bon, j'en étais très contente. Certaines prisons françaises sont encore très anciennes, jusqu'à 1885. Les plans de rénovation des prisons menés par les divers gouvernements ne permettent pas de lutter contre la vétusté de la plupart des prisons. Pourquoi la remise aux normes d'hygiène n'est pas une priorité gouvernementale selon vous, dès lors que des êtres humains y vivent et y travaillent ? Je vais vous répondre très simplement, puisque il y a peu de temps, on a rendu un avis justement sur la vétusté de certaines prisons. Un avis très sévère, avec des photos, un cahier photo. Je vous l'enverrai si vous voulez. Il nous a été répondu que c'était tout à fait vrai par le ministère de la Justice, le ministre de la Justice. Que c'était tout à fait vrai, que c'était répugnant, que c'était infect, que c'était honteux. Mais que malheureusement, il n'y avait pas l'argent pour rénover les prisons anciennes. Alors déjà, je voudrais bien comprendre plusieurs choses. Pourquoi on trouve de l'argent, soi-disant, pour construire des prisons ? Enfin ça, plus personne n'y croit. Hein. Mais pour acheter des modulaires, vous savez, c'est des trucs en béton là qu'on livre, qui sont fabriqués en usine et amenés jusque dans des emprises pénitentiaires où il n'y a pas trop besoin de fondation pour les poser. J'ai visité ça en Allemagne. Mais surtout, pourquoi on a trouvé l'argent pour poser des brouilleurs 5G ou je sais pas quoi dans plein de prisons? Ça, on a trouvé les 28 millions qu'il fallait, alors que ça ne sert à rien, que
l'esprit humain. Vous êtes bien, je pense, ici, tous placés pour savoir comment contourner les règles des portables. Je ne veux pas le savoir. Mais je le sais, je ne connais aucun prisonnier sans portable ou sans carte SIM. Donc, cette bataille, beaucoup de personnel de direction et de surveillance nous disent que cette bataille, elle est perdue. Jusqu'au plus haut de la pénitentiaire, tout le monde sait que c'est perdu. Sauf dans des endroits comme les quartiers de haute sécurité. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'évertue, on s'échine à ça. Surtout quand le téléphone coûte 11 fois plus cher dedans que dehors, ce qui est un scandale. On vous enverra aussi notre avis sur le téléphone. Nous, on est pour l'accès au portable pour les détenus, bridés bien sûr. Et donc je dirais que voilà, donc de façon totalement inutile selon moi, hein. On va dépenser ces 28 millions pour tapisser les tôles de brouilleurs qui ne vont servir à rien, alors qu'on ferait mieux de les rénover, voilà. Mais voilà quelles sont les priorités du gouvernement. De même que l'accompagnement social est devenu le parent pauvre du budget de la pénitentiaire, ce qui est absolument... Je trouve ça à la fois cruel et stupide, voilà. Je ne saurais pas dire mieux. Peut-être une récente visite que j'ai faite il y a un mois à peine, dans un établissement où il y a deux structures qui cohabitent, une structure toute neuve et une structure complètement vétuste, qui en fait est une structure qui devait être fermée depuis très longtemps et qui ne ferme jamais. Parce que, en fait, on ne peut pas résorber la population pénale. On ne peut pas fermer cette structure parce qu'on ne saura pas où mettre les gens. Et en fait, la phase de travaux qui doit continuer pour la partie neuve ne peut pas absorber toutes les personnes qui sont dans cette structure vétuste. Donc il y a quelque chose comme ça où, en fait, on se retrouve avec des prisons qui continuent de fonctionner comme elles ont toujours fonctionné, mais parce que c'est une telle envergure et il y a une telle augmentation de la population pénale en permanence qu'on se met à parler avec des logiques terribles qui sont des logiques de stock, de flux de gens. On parle même plus des personnes. On essaie de savoir où est-ce qu'on va aller mettre ces dizaines et ces centaines de personnes. Et les travaux ne sont pas assez rapides pour absorber cette augmentation continue, endémique de la population pénale. Donc il y a quelque chose comme ça aussi qui continue avec ces structures vétustes, que ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent de les vider, de les détruire, de créer des structures qui fonctionnent, qui fonctionnent et qui sont dignes. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une prison, avec des cellules équipées de la douche, équipées d'une plaque électrique, structure qui a été immédiatement surpeuplée au moment où elle a ouvert. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer que ça allait être digne, mais au-delà du matériel, en fait, les gens, ils se retrouvent quand même à 3 en cellule immédiatement. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce de... comme une course à l'échalote, là, la musique va pas assez vite pour absorber tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu vertigineux. Et donc c'est sur la vétusté, et puis il y a quelque chose d'inqualifiable de voir ces structures, ces prisons anciennes, très vétustes, avec il n'y a aucune fenêtre qui ferme, il y a rien dans la cellule. Les gens, ils sont à 3, ils sont à 4, il y a une étagère pour 4, il y a un toilette au beau milieu, on met une pauvre serviette pour essayer de se cacher des autres, on va pas en promenade pour pouvoir soit téléphoner à sa famille ou simplement aller aux toilettes pendant que les autres ils sont à la promenade. Enfin, voilà, c'est une prison qu'un collègue avait qualifiée dans son précédent rapport, et malheureusement on peut dire un peu la même chose aujourd'hui, 4 ans plus tard. Il avait dit c'était l'encyclopédie de l'indignité. C'est-à-dire que si on voulait savoir tout ce qui était indigne dans les prisons françaises, on pouvait aller regarder celle-là. Et chaque aspect de la prise en charge des personnes, malheureusement, tout le respect des droits en fait, c'était malheureusement une photographie très très fidèle de ce que pouvaient devenir nos prisons françaises aujourd'hui. Voilà. J'ajoute qu'on en est au point que les surveillants maintenant ont monté un mouvement pour protester contre la surpopulation en disant que ça n'était plus possible parce que leur vie à eux aussi, elle est impactée totalement par cette surpopulation. Que pensez-vous de la justice en France ? La justice est-elle la même pour tous ? Parmi les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Bon, égalité, je dois vous dire qu'il y a longtemps que je pense que c'est faux. C'est une fausse valeur. Et c'est un des trucs qui me fait le plus enrager. Parce que il y a des gens, comme disait Coluche, on est tous égaux, mais il y a des gens plus égaux que les autres. Eh bien oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous voulez, quand on est d'un certain côté de la vie, que on n'a pas la chance de faire des études, d'avoir des chouettes parents, de vivre dans un
certain confort, même pas un grand confort, mais disons, moi j'ai rencontré des détenus qui m'ont dit, madame, là où on est né dans la délinquance, on a grandi dans la délinquance, avec la délinquance, et on a fini par vivre de la délinquance. Pour des gens comme ça, je me dis, mais il faut qu'ils se battent 1000 fois plus que d'autres. Mais c'est pas normal de naître dans des endroits où il y a plus de services publics, où l'école... Vous croyez, j'ai une petite copine que je suis depuis longtemps, dont je m'occupe, elle, par exemple, là où elle vit, il n'y a pas de prof. Le prof de français manque pendant 1 an. Vous croyez que dans des lycées parisiens, des quartiers chics, le prof de français manquerait 1 an? Mais 8 jours, c'est déjà le scandale. Ça commence là, ça commence au stage qu'on fait faire aux gosses en 5e, qui n'ont pas le piston, qui n'ont pas les connaissances pour faire un bon stage et qui terminent, je sais pas, c'est pas méprisant ce que je dis, mais ils terminent à faire la caisse, à faire les livraisons, à faire je sais pas quoi. Alors que moi, les enfants de mes copains, ils font leur stage à France Inter. Mais ça me dégoûte. Oui, je trouve ça dégoûtant. Je trouve ça... c'est pas un 20 mots. Ça me choque à un point... voilà, ça me dégoûte. Ça me dépasse. Ça me dépasse que dans notre système, dans notre société, on n'est pas, par exemple, pour ces stages, des listes qui vont dans les lycées, les collèges, où il y a des endroits où on peut envoyer les gamins qu'ils n'aient pas eux-mêmes à chercher pour finir dans des stages, tout sympathiques qu'ils soient, ne les formeront pas à quelque chose, ou peut-être alors au métier qu'ils feront plus tard. C'est comme un tourner en rond. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Y a-t-il des établissements pénitentiaires qui fonctionnent bien selon vous? Si oui, à quoi cela est dû? C'est vraiment une bonne question, parce que récemment, j'en ai visité un qui était surpeuplé, mais disons qui roulait. Ça allait. C'était surpeuplé, on a bien souligné que c'était surpeuplé, mais la direction, le personnel était immensément impliqué. C'est pas surpeuplé comme ici, hein. Mais oui, je pense que ça roulait. Mais de toute façon, tant qu'il n'y aura aucun courage politique pour régler le problème de la surpopulation carcérale, on tournera en rond. Peut-être pour compléter, justement, vous parlez d'établissements qui fonctionnent. La mission du CGLPL, c'est de dire ce qui ne fonctionne pas et de faire des recommandations. Mais c'est aussi de dire ce qu'on appelle chez nous des bonnes pratiques. C'est-à-dire des choses dont on estime que, justement, c'est ce qui fait qu'un établissement est plus apaisé, qu'il y a du sens qui est mis dans les choses, que les droits sont plus respectés. Et nous, notre travail, c'est aussi de montrer des établissements où on a le sentiment que là, les choses sont mises en œuvre pour que ça fonctionne. Et que certains droits, peut-être pas tous, mais soient respectés au sein d'une structure. Et on ne sait jamais bien, avant d'aller dans un établissement, on ne s'attend à rien en fait. On ne se dit pas forcément voilà, énorme prison, très très surpeuplée. On peut se douter, sur certains aspects ça va être catastrophique, mais parfois on ne sait pas quels sont les ingrédients et on essaie de le comprendre. Quels sont ces ingrédients-là qui vont faire que, en réalité, ça fonctionne mieux qu'ailleurs? C'est-à-dire, justement, qu'est-ce qui va jouer? Est-ce que ça va être l'équipe en place? Est-ce que ça va être les conditions matérielles? Est-ce que ça va être l'offre de travail? Est-ce que ça va être tout simplement parce qu'il y a des unités de vie familiale, par exemple? Enfin, toutes ces choses-là, ça, c'est des choses qu'on valorise, qu'on va dire, voilà, pourquoi il n'y a pas des unités de vie familiale dans toutes les prisons de France? Ça, c'est typiquement le genre de choses où on se dit, ça, c'est forcément à l'origine d'un mieux-être, du respect des droits, du maintien des liens familiaux. Donc il y a des choses comme ça, on sait que ça, il faut qu'on en parle, qu'on les valorise et qu'on dise à tous les établissements, ça, vous devez vous en doter, vous devez le mettre en place chez vous. Donc notre travail, c'est aussi de montrer ce qui fonctionne bien. Moi, je sais que, et là justement d'être ici avec vous, c'est parfait parce que c'est typiquement le genre de choses que j'aime aller voir quand je vais dans un établissement pénitentiaire. C'est-à-dire que quand on fait une mission, on va partout. On va dans les cellules, on va à l'unité sanitaire, on va dans les cours de promenade, on va partout, on essaie de tout comprendre, de tout observer. Mais il y a toujours un moment pendant la mission, franchement, on n'en peut plus. On a emmagasiné trop de rencontres, trop de choses négatives, parce que notre travail, malheureusement, c'est quand même plutôt de montrer ce qui va pas bien. Donc pendant toute la mission, on engrange des entretiens avec des personnes qui ont des raisons de se plaindre et qui le font. Mais nous, on est un peu le réceptacle de ça. Et je sais
peut-être que d'autres collègues le font. Moi, j'aime bien aller voir une formation professionnelle ou un atelier ou une activité socioculturelle où là, je me dis, bah voilà, là, il se passe quelque chose de bien. Et je le fais pas que pour moi. Je le fais parce que je passe une meilleure semaine, mais je le fais aussi parce que je trouve que c'est peut-être la seule chose qui a du sens. Et c'est pour ça qu'on est contente de venir ici, parce que ça a du sens. Donc ça, c'est des choses qu'on a envie de valoriser, qu'on a envie de dire, mais voilà, ça, tout le monde devrait y avoir accès, en fait. Alors je reviens à votre question sur la justice tout à l'heure. Quand on voit la durée des peines et les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre, on peut pas imaginer que ça, on puisse le mettre en œuvre sur un temps aussi court. Donc il y a quelque chose aussi là, comme ça, où nous, en fait, on est un peu à la limite. La mission du CGLPL, c'est pas de remettre en question la décision judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. Nous, on est un observateur indépendant, mais la décision du juge, elle appartient au juge. Et nous, on n'a pas le droit de la remettre en question. On n'a pas le droit de dire ça, c'était une trop longue peine ou une trop courte peine ou il aurait pas dû faire de la prison, il aurait dû faire autre chose. Ça, c'est pas notre travail. On n'a pas le droit de le faire. Mais s'interroger sur la durée des peines aujourd'hui, paradoxalement, elles n'ont jamais été aussi longues, donc on n'a jamais été aussi sévère, que les gens les gens restent de plus en plus longtemps en prison. Les aménagements de peine sont de plus en plus difficiles. Ça, nous, on a le droit de dire que c'est des politiques d'aménagement de peine ou des politiques pénales qui sont contre-productives. Et une très très courte peine, quand je vois qu'il y a des personnes qui passent l'intégralité de leur peine au quartier arrivant, ben, ça n'a aucun sens. Et il y a plein d'établissements comme ça où les gens passent leur courte peine au quartier des arrivants. Parce qu'ils iront jamais en détention ordinaire. Parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il n'y a pas de place. Et ça, on a le droit de dire que ça, c'est un non-sens absolu. Et notre travail, c'est aussi de dire qu'est-ce qui fait que ça peut bien se passer. Et on a ce qu'on appelle des recommandations minimales, qui est une espèce de petit bouquin de 250 recommandations, qui en fait va balayer toute la prise en charge d'une personne enfermée et tous ses droits. Que ce soit en prison, en hôpital psychiatrique, en centre de rétention administrative, en centre éducatif fermé, en garde à vue. Nous, on considère que tous ces droits-là, n'importe quelle personne enfermée, quel que soit le lieu, ce sont ses droits et ce sont les mêmes. Alors, c'est 250 recommandations. C'est dire quand même qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que les droits soient respectés. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à l'enfermement, quel qu'il soit. Il y a une base minimum de droits à respecter. Et nous, ce qu'on fait quand on va dans un établissement, dans un lieu d'enfermement, c'est on regarde l'intégralité de ces droits-là, quel que soit le lieu dans lequel on va. On va regarder les mêmes choses, en fait. On va pas dire à la fin un pourcentage de droits respectés, mais ce qu'on va retrouver dans nos rapports, c'est tout ça. C'est tout ces droits-là. L'établissement qui s'approchera le plus du respect de l'intégralité de ces droits-là aura le moins de recommandations, c'est mathématique. C'était le divan de la lucarne d'Ariane. Cet épisode est terminé. Rendez-vous sur nos réseaux pour le 2e épisode, les combats et les victoires du CGLPL. Pour en écouter davantage, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux.